Bonjour, bienvenue à Source Vive en direct. Aujourd'hui, comme annoncé, nous avons Catherine Robillard. Nous allons continuer notre exploration autour de la CNV, mais plus particulièrement autour de ce qu'on pourrait appeler la violence ordinaire dans les communications, la violence qu'on ne s'aperçoit pas que c'est de la violence, des fois, dans la façon qu'on a de parler ou de se faire parler. Et on va se garder quelques minutes aussi à la fin pour voir un peu les activités qui s'en viennent, qui demandent une inscription, pour vous aviser de ne pas oublier de vous inscrire. Bonjour Catherine. Allô Denis. Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Ça va bien. Oui. La violence ordinaire, oui. C'est quoi? Bon, qu'est-ce que c'est ça encore? Un autre concept épouvantable. Non, en fait, la violence ordinaire, moi j'ai découvert ce concept-là il y a quelques années déjà, il y a peut-être 5-6 ans. C'est les violences, en fait, le terme exact, c'est violence éducative ordinaire, le premier terme. Violence ordinaire, ça, c'est moi qui l'apporte, mais peut-être que d'autres l'apportent, mais les violences éducatives ordinaires, dans mes recherches sur l'éducation, puis la façon d'accompagner les enfants de la façon la plus bienveillante possible, je suis tombée sur un organisme français, l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Et là, ça m'a intriguée. Je suis allée voir et c'est un monsieur qui s'appelle Olivier Morel qui a fondé cet organisme-là. Lui, c'est un ancien enseignant. Et il remarquait qu'on se sert beaucoup de violence pour éduquer les enfants et que c'est admis socialement. Donc, bien sûr, il y a les violences physiques. Donc, la fessée. La claque en arrière de la tête. La claque en... Oups, tremblement de terre. Tremblement de terre. Non, tout va bien. La tape derrière la tête, serrer les bras, pincer les ouïes, peu importe. Bon, il y a des violences physiques qu'on impose aux enfants. Et la particularité, c'est qu'on impose cette violence-là sous prétexte d'éducation, en disant que ça va éduquer les enfants. Ça va orienter le caractère. Ou on va penser qu'on va briser justement un caractère, on va casser un enfant avec ça. L'enfant va finir par se mettre au pas. Et lui, il disait c'est ridicule cette façon-là de faire parce qu'il disait quand on parle de violence, on dit que, mettons, battre un animal, c'est de la cruauté animale. Battre un autre adulte, c'est des voies de fait. Et battre un enfant, ce serait de l'éducation. Donc, quand on le voit sous cet angle-là, on fait « Ah non, ça fait comme tellement pas de sens ». Et là, dans les violences éducatives ordinaires, là, il y a les violences physiques que j'ai nommées. Mais il y a aussi les violences psychologiques. Donc, comment est-ce que je parle à l'autre? Comment je le fais se sentir quand je lui parle? Quand je parle de violence éducative ordinaire, en lien avec la violence psychologique, on pourra parler de critique, de blâme, de jugement, du sarcasme. Puis c'est important de comprendre que tout ce que je nomme là, le blâme, critique, jugement, c'est dans une intensité et dans une constance dans l'éducation que je vais le faire. La petite réflexion qu'on envoie toujours quand il y a un incident, une maladresse. Ah, tu es toujours en train de, genre. Oui, quand on fait une généralité comme ça peut devenir à un moment donné violent à force de se le faire dire. Je peux vous donner des exemples concrets peut-être de violences ordinaires qu'on peut faire aux enfants. Voyons, t'es-tu un bébé? Mm-hmm. Tu sais, quand j'ai 3 ans, me faire dire que je suis un bébé, pour nous adultes, ça peut paraître anodin, mais quand j'ai 3 ans, c'est dramatique de me faire dire non, je ne suis pas un bébé. Donc, tu sais, c'est comme un insultant. Mm-hmm. Les insultes aussi, hein. Dévalorisant. Quand tu vas dire, voyons, il y a rien que toi sur la terre qui fait ça des affaires de même. Tu sais, des genres de call, excusez-moi l'expression, qui fait que l'autre va se figer, va devenir un peu sidéré, puis va sentir qu'il est donc bien pas adéquat, ou qu'il est donc bien pas à la hauteur, ou qu'il est un incapable, ou qu'il est pas intelligent. Tu sais, des fois, c'est juste dans le ton. Tu sais, encore. C'est ça. Oui. Je me fais dire ça une fois dans ma vie, c'est pas grave. Mais si à tous les jours, on me parle de cette façon-là,
ce qui est en train de se produire, c'est que, au fond, quand je suis un tout petit, je bâtis tranquillement, pas vite, mon image de moi. Je viens au monde, je suis un bébé, je ne sais pas trop qui je suis, qu'est-ce que je suis, que j'existe. À un moment donné, je commence à me rendre compte, dans le développement humain, je commence à me rendre compte que je ne suis pas maman, je suis un être à part entière. Et qu'est-ce que je suis? Ben, je bâtis ça tranquillement, pas vite. Je commence à comprendre ce que je suis et ce qui me permet de comprendre ce que je suis, c'est beaucoup les reflets que les adultes qui m'accompagnent vont me faire de moi. Donc, si à tous les jours, je me fais dire « bon, encore », je commence à comprendre une image de moi, je commence à construire une image de moi, excusez-moi, qui comprend que je suis pas adéquat, pas bon, pas capable, et tout le temps. Ouais. Exact. Et là, la construction de l'image de soi, c'est important que c'est vrai, de comprendre que c'est vraiment la base de ce qui va devenir l'estime de soi plus tard, vers 8, 9, 10 ans. Donc, ces façons-là de nous adresser aux enfants ont deux impacts vraiment majeurs. Le premier, c'est qu'on est en train de fragiliser tout ce qui est les bases de l'estime de soi. Et le deuxième impact, qui est quand même majeur, c'est que nous, en tant que parents ou adultes qui accompagnons les enfants, il y a quand même quelque chose qui se tire dans le pied en parlant comme ça aux enfants, parce qu'on leur parle comme ça dans le but qu'ils se mobilisent, qu'ils fassent ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Et au final, ça a deux impacts. Peut-être que l'enfant va se mobiliser pour faire ce qu'on voudrait qu'il fasse, mais il va le faire dans la peur, dans la crainte. Ou l'enfant, ça, on appelle ça la soumission à l'autorité. Ou on a d'autres types d'enfants qui, devant un accompagnement de ce type-là, vont avoir ça va créer l'effet contraire. Ces enfants-là vont se rebeller. L'opposition. Ouais, contre l'autorité. Ils vont devenir bien rebelles et puis vont faire des crises, puis ça va être de plus en plus difficile. Donc, devant un accompagnement qui est violent dans les mots, deux possibilités de réaction, soumission ou rébellion. Et en plus de ça, ce qui est un peu embêtant, c'est que quand j'ai un enfant qui est soumis, c'est correct qu'il soit soumis, puis ça va fonctionner tant qu'il n'a pas peur de toi. Mais quand on va arriver à l'adolescence, puis que l'enfant va arrêter d'avoir peur de son parent, ça se peut que là, ça ne fonctionne plus, puis que le parent, ça devienne bien, bien plate, là, la relation avec l'enfant à ce moment-là. On s'entend que les parents ne veulent pas causer des effets comme ceux-là. On s'entend donc que ce n'est pas nécessairement intentionnel. Qu'est-ce qui conduit à un parent à... On parle d'une habitude de communication. Absolument. Hein? Comment on en arrive à développer une habitude comme ça? Bien, comme tu le dis, c'est d'abord et avant tout, c'est une habitude. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a appris à parler comme ça. La majeure partie d'entre nous, on s'est fait parler de cette façon-là. Et donc, c'est notre mode habituel de communication. Tu sais, on parle de violence éducative ordinaire auprès des enfants, mais quand en début de rencontre ensemble, on a parlé de violence ordinaire, moi, cette violence-là, je la remarque aussi entre adultes. Tu sais, avec toi, Denis, on est des collègues, ça risque pas d'arriver, mais dans mon couple, par exemple, il y a des endroits où on se parle comme si on était pas important l'un pour l'autre, tu sais. Et tu amènes quelque chose d'intéressant. C'est souvent dans des relations d'intimité que ça apparaît, ce type de communication-là. Comme si c'est un espace où il n'y a rien qui se retient. Où on a comme si dans ces relations-là, on se donnait le droit de j'ai envie de dire, de vomir notre mal-être, nos exaspérations, nos inconforts, notre colère. Tu sais, à des endroits où on va retenir ça parce que, bon, ça se fait pas dans la vie, dans les relations intimes, là, on va tout à coup se permettre. Puis c'est à quelque part très triste parce que cette façon-là de se parler prend pas soin de la relation. Exact. Et moi, s'il y a un endroit où j'ai envie de prendre soin des relations, c'est bien dans mon couple ou dans ma vie de famille avec mes enfants. Tu sais. On s'en rend pas compte comment on détruit, ou en tout cas, juste parce qu'on n'est pas en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Là, tout à coup, on va devenir exaspéré par l'autre, puis on va jeter ça au visage juste parce que c'est notre
C'est la seule façon qu'on a appris à nommer finalement nos inconforts. Donc, ça m'amène à vous dire que si on a appris ça, il y a moyen de désapprendre ça. Première étape pour transformer ce mode de communication-là qui est hyper violent puis hyper pas au service de la relation, la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience, de s'entendre. Une des façons de prendre conscience de ça, ça peut être des fois de se replonger soi-même. Par rapport à la relation parent-enfant, on pourrait se replonger soi-même quand on était petit. Quel adulte on a aimé beaucoup? Quel adulte dans ma vie d'enfant a été significatif pour moi? Juste penser à un adulte avec lequel vous étiez bien. Mettons, pensons à un professeur. C'est facile avec les professeurs. On a tous le souvenir d'un professeur avec qui c'était agréable de passer la journée. Fait que c'était quoi les qualités de ce professeur-là? Comment il s'adressait aux élèves? Et à l'inverse, juste penser à un professeur que vous n'avez pas aimé, c'était quoi ses attitudes? Comment il parlait aux élèves? Et tout ça, vous allez reconnaître, là, qu'est-ce qui est une relation où il y a de la violence ordinaire, et qu'est-ce qui est une relation où il n'y en a pas. Et après ça, ben, moi, en tant que parent, où j'ai envie de me positionner? Quel genre de relation j'ai envie de vivre avec mes enfants? Là, c'est juste, il y a quand même quelque chose là qui montre, qui dit, je veux pas que les gens tombent dans avoir des exigences envers eux-mêmes par rapport à, oh, je dis des violences, je suis pas un bon parent. C'est juste de savoir que c'est normal, entre guillemets, qu'on soit dans ces modes de communication-là. Mais maintenant, comment, quand on en prend conscience, comment on peut les transformer? Et comment, si jamais ça m'échappe, je peux ne juste pas m'en vouloir, pas me taper sur le clou, mais revenir avec mon enfant sur le fait que là, ce que j'ai dit, c'était pas ajusté, c'était pas ça que je voulais dire, c'était pas dans ces mots-là que je voulais le dire. Au fond, qu'est-ce que je voulais dire? Puis là, on va se reprendre. Puis s'excuser auprès de notre enfant quand on utilise ces violences-là. C'est comme si on avait accroché, là. Exact. Je m'excuse, là, je suis comme frappée, là. Exact, c'est ça, là. Il y a comme, puis, tu sais, s'excuser à nos enfants quand on est dans un mode relationnel qui est plus ou moins adéquat avec nos enfants, bien, ça a deux impacts. Premièrement, ça leur apprend aussi à reconnaître leurs torts. Tu sais, si je suis en contact avec un adulte qui reconnaît ses torts, bien, c'est sûr devenir une personne qui plus tard va reconnaître ses torts. Donc, puis après ça, bien, ça vient aussi apaiser le système de l'enfant. Quand l'adulte reconnaît son tort, l'enfant voit « Ah, OK, c'est pas moi qui n'étais pas correct, c'est pas moi qui est inadéquat. Et j'ai le droit d'être ce que je suis, comme je suis. » Quand je dis ça, j'ai comme l'impression qu'on pourrait comprendre que je dis ben, laissez les enfants être ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas ça. Tu sais, si mon enfant, si j'arrive, mettons, de travailler et que mon enfant est en train de dessiner sur le mur, je ne vais pas le laisser faire, tu sais, puis ça va m'exaspérer qu'il dessine sur le mur, parce que là, moi, dans ma vie d'adulte, là, je comprends tout ce que ça on vient de repeindre. On vient de repeindre, là, il va falloir que je ressorte les pinceaux, ça va me coûter de l'argent, puis tout ça, fait que ça se peut que j'aurais tendance, quand mon enfant arrive, d'arriver, puis d'y arracher le crayon des mains, puis voyons, à quoi tu penses? OK? Là, sidération de la part de l'enfant. Ouais. Quand je dessine sur les murs, d'habitude, j'ai 2-3 ans. Un enfant de 2-3 ans, juste être en conscience qu'il pense à rien quand il dessine sur les murs, à part « Hey, c'est donc belle fun ce que je suis en train de faire là. » Il est dans un plaisir dans l'instant présent. Il fait pas ça pour vous ruiner la vie. Il fait pas ça parce qu'il sait que dans le fond, vous allez avoir à repayer. Il n'a pas conscience de l'impact que ça a. Lui, il est juste dans l'instant, dans le plaisir, dans l'exploration. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour transformer un... Ben voyons donc à quoi tu penses. Ça serait de prendre le crayon dans les mains de l'enfant et lui dire « Mon petit loup, tu peux pas dessiner sur les murs. On dessine sur le papier. » Donc, il y a moyen de tout dire et d'encadrer les enfants sans user de violence qui va les faire filer cheap. Oui, mais là, je suis dans l'exaspération, là, je suis dans l'intensité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Ben, ça prend de la pratique. Ça prend de la pratique.
Ça prend aussi, je pense que quand on veut transformer ça, ces façons de parler-là, faut en prendre conscience qu'on est là, puis il faut avoir une réelle envie de transformer ça. Quand je suis dans vraiment une intention ferme de ma part de dire « Hey, non, ça existe, là, puis je sais c'est quoi les impacts sur mon enfant, sur la construction de lui-même, de son estime de lui, puis je veux pas avoir cet impact-là. » Si mon intention est claire, ça va me donner la drive de transformer. Quand j'arrive, moi, devant une situation où mes enfants, là, ce qu'ils font, là, juste là, ça m'exaspère, ça m'arrive quotidiennement, OK, malgré que j'ai travaillé sur moi-même et que j'ai exploré plein de choses. La première chose que je fais, c'est que je prends une grande respiration et je souffle. Pour juste, je me donne le temps d'une respiration avant de réagir. Tampon. Un petit tampon. Et là, je regarde ce qui se passe, puis là, je peux me pratiquer, tu sais, je peux me la dire une fois la phrase dans ma tête, s'il dessine sur le mur, puis qu'il a fait un trait de plus ou de moins, là, anyway, le dégât est fait. Fait que, tu sais, je peux prendre le temps de juste, bon, qu'est-ce que je vais dire? Fait qu'un des trucs, c'est de nommer les faits, hein? Puis fait que tu dessines sur le mur, mon lapin, maman est pas d'accord avec ça. Donc, voyez-vous, il y en a un arrêt d'agir, il y en a un encadrement, mais il n'y a pas besoin de rajouter un blâme par-dessus ça. Pas besoin d'attaquer l'estime. Pas besoin, exactement, pas besoin d'attaquer l'estime. Ça ne sera pas plus attaque l'estime. Au contraire, on va arriver dans quelque chose qui va se fragiliser, puis en grandissant, une personne qui grandit avec une faible estime d'elle-même peut des fois se replier sur elle-même ou peut devenir bien crasse aussi. Puis tenter de nourrir son estime de toutes sortes de façons qui va être, à quelque part, reproduire ce qu'il a vécu, tu sais, en rabaissant. Fait que donc, c'est ça, tu sais, l'éducation peut se faire sans ces violences-là. Et ça va être comme juste plus efficace, finalement. Puis ça va être plus efficace pour une autre chose aussi. Quand je me fais parler sans blâme, sans critique, sans jugement, ça m'amène à m'arrêter puis à comprendre la position de l'autre. Quand je me fais parler avec un critique, blâme, jugement, ça m'amène à m'arrêter et à me refermer. Et là, ça génère souvent de la honte, de la culpabilité ou de la colère contre l'autre. Chez les enfants, mais chez les adultes aussi. C'est pas tellement différent, le fonctionnement. Tu sais, pensez à un patron qui vous dirait « Voyons, c'est quoi ce rapport-là? Je me fais un rapport, là, c'est rien, ça va me recommencer ça. » Hey, là, tu vas y retourner, mais en faisant... Un étudiant d'université me racontait qu'il venait porter son essai de maîtrise et le professeur qui l'accompagnait tourne page, lit un peu, prend l'essai et le met à la poubelle. Oh boy! C'est un choc. La personne, effectivement, est restée sidérée. Comme tu dis, exactement. Absolument. Puis après ça, est-ce que ça donne envie à cette personne-là de continuer de collaborer avec cette personne qui est comme l'autorité? Ou ça donne envie de l'envoyer promener? Tu sais, fait qu'on ne se rend pas compte à quel point, quand on fait des demandes aux enfants ou quand on met le cadre aux enfants avec ces blâmes, jugements, critiques-là, comment finalement, quand je disais tout à l'heure, on se tire dans le pied, c'est un peu ça. C'est que on voudrait que ça les fasse collaborer, mais ça leur donne juste envie de faire le contraire de ce qu'on leur demande, ou ça les met dans un état où un jour, ils vont finir par avoir envie de se rebeller contre eux. Et ça brise le lien. Ça transforme négativement. Tu n'as plus le goût de l'intimité et de la confiance et de se laisser aller dans le lien quand ça, c'est répétitif. Oui, bien, en fait, dans l'enfance, on ne va pas le sentir trop, ça. Parce qu'un enfant a tellement besoin du lien, justement, avec son parent, de l'amour de son parent, de l'attention de son parent, que malgré un accompagnement comme ça, il va quand même y avoir quelque chose qu'on va sentir qu'on s'aime. Mais à l'adolescence et à la vie adulte, ça se peut que là, il y ait des choses qui se brisent et qui se brisent fortement si l'accompagnement a été toujours dans de la violence. Comme ça. Un enfant n'a pas nécessairement les outils pour communiquer autour de ça quand ça se produit, mais comme adulte avec d'autres adultes, il y a moyen quand même d'amener une prise de conscience dans la relation.
quand on reçoit un commentaire comme celui-là, ou quand on dit un commentaire comme celui-là. Oui. Mettons qu'on reçoit, on se fait faire une violence verbale, pas nécessairement une insulte, mais un mode de communication blessant, dévalorisant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la CNV propose? La CNV en tant que telle va proposer deux chemins. Mais en fait, la CNV, la communication non violente, va nous dire une information super intéressante à avoir en communication. Il y a un entraînement à faire en lien avec l'idée que l'autre ne me parle que de lui-même. Donc, quand j'ai développé des réflexes de communication non violente, je comprends que quand l'autre arrive et me dit une bêtise, il ne me parle pas de moi. Il est en train de me parler que de son côté, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a un besoin pas comblé. Mais ça, à un moment donné, ça arrive dans le processus qu'on devient... En tout cas, moi, juste quand je me suis fait dire ça, l'autre ne parle que de lui-même, ça m'empêche de recevoir l'attaque directement. Et comme il parle que de lui, ce que je vais tenter de faire, c'est d'aller voir j'ai deux choix à ce moment-là. Si j'ai l'espace, je peux essayer d'aller voir de quoi il me parle et lui donner de l'empathie. Quand tu me dis que ça n'a pas d'allure, là, la façon que j'ai fait l'épicerie, mettons, n'importe quoi, t'es-tu en train de me dire qu'au fond, juste là... T'as encore oublié le fromage. Oui, t'as encore oublié le fromage. Voyons, t'as encore oublié le fromage. C'est ça. OK. Fait que juste là, quand tu me dis ça, c'est-tu que t'es déçu, t'avais vraiment envie de fromage, pour toi, ça aurait été précieux de pouvoir faire les recettes que tu avais prévues, pouvoir suivre ton... Est-ce que c'est de ça que tu me parles? Ben oui, c'est de ça que je te parle, parce que sans fromage, là, tout mon menu se transforme pour la semaine. Ah, OK. Moi, j'entends ça. Ben oui, c'est quoi? Je l'ai oublié, le fromage. Désolée. On ira l'en chercher. Tu sais, il n'y a pas un drame. Fait que ça, c'est la première option. Je peux essayer d'aller donner de l'empathie à l'autre, mais je peux aussi faire une expression authentique en lien avec qu'est-ce que ça me fait de me faire parler comme ça. Et moi, quand je reçois des violences, c'est souvent mon réflexe de donner un petit peu d'empathie à l'autre, mais après ça, de lui exprimer « Wow, là, ça va pas du tout comment tu me parles. » Parce que oui, je peux être là pour toi et en même temps, moi, j'ai une limite claire là par rapport au respect de moi et je vais la nommer, cette limite-là. Peut-être que toi, tu ne me respecteras pas, mais moi, le respect de moi-même, je veux vivre ça et je vais prendre responsabilité de ça et je vais poser la limite. Donc, quelqu'un qui me dirait, voyons, t'as encore oublié le fromage, sur un ton un peu accusateur, comme si culpabilisant ou comme un blâme, je dirais, waouh, je vois que ça fait vraiment pas ton affaire, là, que j'ai oublié le fromage et en même temps, juste là, j'aimerais te dire que moi, quand tu me dis ça sur ce ton-là, l'impact que ça me fait, c'est que ça me donne vraiment pas le goût de t'aider à aller chercher le fromage. Fait que je comprends que c'est choquant pour toi qu'il n'y ait pas de fromage, mais peux-tu me le dire sur un autre ton qui prendrait soin du lien? Parce que juste là, quand tu me parles comme ça, moi, j'ai envie de me pousser. Et ça se dit à quelqu'un. Oui. C'est quoi ton intention quand tu me parles comme ça? Oui, sauf qu'en même temps, tu sais, quelqu'un qui parle comme ça, j'irais pas lui poser cette question-là directement parce que je veux pas qu'il me ressorte de ça encore plus. Dis-moi, c'est quoi ton intention quand tu me parles sur ce ton du fromage? Ça peut être tannant à dire, mais non, je pense qu'on a le droit de nommer clairement quand ça ne fait pas notre affaire. Tu sais, nos ados, on en parlait tout à l'heure, mais nos ados deviennent à un moment donné dans leur développement avec une intensité dans leurs émotions, avec moins de patience, moins d'espace. Ils viennent exaspérer super rapidement. C'est très fin la limite de réaction. Puis physiologiquement, dans leur cerveau, il se passe des choses qui font que oui, en effet, ils en ont moins d'espace puis moins de patience. Donc, moi, en tout cas, je sais que j'ai des ados qui ouvrent la bouche, puis j'ai rien dit, qu'ils sont déjà exaspérés, là, juste que je respire, on dirait, là, tu sais. Alors là, c'est à moi, adulte, d'être conscient de ce qui se passe d'abord dans leur corps. Deuxièmement, de ne pas le prendre personnel. Il ne me parle que de lui. C'est pas moi la cause de son exaspération. C'est la cause de son exaspération, c'est un système en hyper-vigilance avec les émotions. Mais donc, pas le prendre personnel, puis les aider à traduire ce qui se passe pour eux. Tout en mettant la limite par rapport à moi me faire parler comme ça fait pas mon affaire. Puis je peux tout dire ça sans leur dire qui sont. Parce qu'un ado,
Je pourrais vite tomber dans la violence. Hey, t'as entendu comment tu me parles? C'est pas de même qu'on parle à sa mère. T'es donc bien irrespectueux. Puis là, on pourrait partir, puis dans le blanc, dans le critique, dans le jugement, puis on tomberait exactement dans le jeu qu'eux sont en train de faire, puis on fait juste décupler la violence à ce moment-là. Ouais. Si on revient aux enfants, ça veut dire que quand je perds patience avec mon enfant dans une situation, je suis en train de parler de moi. Absolument. Je ne parle pas de ce que mon enfant fait en réalité. Je suis en train de parler de quelque chose d'autre. Ben oui. Ben, un peu des deux, parce qu'il y a un fait qui est là. L'enfant est en train de poser un geste, mais en effet, est-ce que, tu sais, quand si mon enfant, si on prend l'exemple du dessin sur les murs, quand je lui dis « Hey, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, encore une niaiserie? » En fait, je suis en train de dire « Hey, quand je te vois faire ça, là, je panique parce que j'ai tellement pas besoin de recommencer tout ce travail-là. » C'est ça que je suis en train de dire, au fond. Fait que oui, être en conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui réagit si fort. C'est quoi le besoin qui est touché? Exactement. Quel besoin se cache derrière l'intensité de l'émotion qui naît à l'intérieur de moi là, quand je vois mon enfant faire tel ou tel geste. Et là, on peut parler de ça. Parce qu'une des principales raisons pour lesquelles on va tomber dans les violences, justement, c'est quand notre terrain à nous est dans un état précaire. Quand je dis notre terrain, là, moi, Catherine, aujourd'hui, là, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que ça va bien ma relation de couple? Est-ce que je me suis chicanée avec ma meilleure amie? Est-ce qu'au bureau, ça a été une journée touette? Est-ce que j'ai eu un stress d'argent? Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. OK? Tout ça, là, ça, c'est moi, Catherine, mon terrain, là, il est impacté par tout ça. Et quand je vais arriver dans la relation avec mon enfant, si ça est déjà tout fragile, c'est sûr que je vais plus facilement tomber dans les violences ou... C'est plus juste un trait de crayon, c'est 50 piastres de peinture. Oui, ça devient gros, là, tu sais. Tout d'un coup, ça... Exact. Ouais. Puis souvent, et donc ce que je dis, moi, souvent, c'est soyez en conscience de ce qui se passe là. C'est-tu en lien avec ma réaction, là? C'est-tu vraiment à cause du geste de l'enfant ou parce que là, moi, aujourd'hui, je suis dans une situation où j'en ai pas de patience, tu sais. Et quand vous êtes dans des journées où vous n'en avez pas de patience, nommez-le à vos enfants. Prévenez-les de ça. Hey, aujourd'hui, maman, là, sa patience, là, est longue comme ça. Tu veux-tu m'aider? On va s'habiller, là, puis maman va pouvoir garder le petit reste de patience qui me reste. Nommons nos limites, nommons où on en est. Aujourd'hui, là, je suis fatiguée, là. Tu sais, des enfants, moi, nommés, là, hey, moi, aujourd'hui, là, juste là, ça crie fort, là, je suis fatiguée, j'aurais besoin de calme. Est-ce que vous êtes d'accord de faire du calme? Les enfants, ils vont être d'accord de prendre soin de vous. Les enfants, ils attendent que ça, prendre soin de vous. Les enfants vous aiment. Absolument. Oui. Puis quand on le demande comme ça, ben il y a comme l'envie de collaborer arrive bien plus que si je lui dis ben voyons, vous êtes bien énervé, là, voulez-vous bien vous calmer? Dire ça à des enfants, souvent, ce que ça fait, c'est ben oui, des fois, ils vont se calmer comme ça, ou ils vont lever plus parce que on met du bois sur le feu. On met de l'huile sur le feu dans le sens que il y a un impact aussi quand même non négligeable des violences, c'est que ça cause du stress dans le corps de l'enfant. Et le stress dans le corps de l'enfant, ça peut le faire figer, mais ça peut le faire tomber en combat aussi. Oui. Donc, c'est quand surtout chez les moins de 5 ans, mettons, là, même plus que ça, 7, 8, 9, ça peut arriver encore en masse, même à l'adolescence. Quand il y a du stress dans le corps de l'enfant, on tombe en mode cerveau reptilien. Oui. Donc, on est beaucoup guidé par on est guidé par notre reptilien qui nous fait faire 3 choses. Fuir, figer ou combattre. Ouais, c'est ça, attaquer. Ouais. Quand j'ai des enfants devant moi, puis coudonc, vous êtes bien énervés, là, arrêtez-moi ça, ce niaisage-là. Et là, j'en ai peut-être un qui va figer, mais j'en ai peut-être un autre qui va bouger comme encore plus. Tu sais? Et pas parce qu'il n'est pas fin, qu'il vous cherche, qu'il ne comprend rien, parce que son cerveau est comme en mode stress, et là, c'est son reptilien qui a pris le contrôle, puis il est comme juste en train de se désorganiser un petit peu plus qu'il l'était.
Le temps est déjà écoulé. Je trouve ça toujours tellement intéressant d'amener des références que tu aimerais proposer aux parents. Absolument. Quand je suis tombée, moi, sur ça, l'information sur les violences éducatives ordinaires, j'avais plein de livres, là. J'ai fait des recherches sur des livres, puis ceux qui m'ont le plus aidé à transformer rapidement ces façons de parler-là, c'est celui-là. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Oui. Alors, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent de Adèle Faber et Hélène Mazlich aux éditions Le Phare. Dans ça, vous avez des façons de transformer blâme, critique, jugement. C'est hyper bien fait. Je peux vous montrer, là, il y a comme des petites BD qui nous montrent, bon, au lieu de faire ça, faites ceci. Ça, là, du jour au lendemain, j'ai transformé beaucoup de choses dans ma façon de parler aux enfants. Mais celui-là s'adresse plus aux enfants d'âge scolaire. Et dernièrement, il y a une édition comme ça, en lien avec les tout petits, les 0-3 ans. C'est différent parce que comme le langage est moins là chez les tout petits, ça peut être plus difficile d'appliquer ce qu'on a vu dans le premier, mais celui-là pour les tout petits. Et par rapport aux enfants qui font plus de crises, qui se désorganisent plus facilement, qui ont une hypersensibilité, celui-là. Le petit décodeur illustré de l'enfant en crise. Attendez, là, je vais me faire... Celui-là est écrit par Anne-Claire Kleindiens, excusez si je prononce mal, aux éditions Mango. Et c'est un superbe livre, illustré aussi, facile, avec des bulles, facile à comprendre, dans ce livre-là, on comprend particulièrement quels besoins se cachent derrière les comportements de nos enfants. Et vraiment, ces 3 livres-là sont des bijoux pour nous amener vers quelque chose où on va mettre la communication au service de la relation. Oui, vraiment. C'est sûr, Catherine, que je vais te réinviter. Yeah. Je vous invite à nous faire part de vos questions. Ça peut nous aider à préparer des chroniques, à avoir des invités qui répondent plus à vos besoins. Donc, communiquez-nous vos sujets de préoccupation, sur lesquels vous aimeriez avoir de l'information, simplement avoir une réflexion. Ça serait intéressant, ça va répondre à vos besoins plus spécifiques à ce moment-là. Maintenant, 2 activités s'en viennent. On vous invite donc, à ceux qui veulent y participer, à réserver votre place. Donc, on a samedi Lego, pas en fin de semaine-ci, mais samedi prochain. S'il vous plaît, réservez avant mercredi pour qu'on puisse faire les commandes au niveau du dîner, qu'on soit bien... que vous ayez à manger quand vous allez venir, dans le fond. Et il y a l'initiation à la méditation. Donc, ceux qui veulent y participer, on va travailler avec le son. Évidemment, pour nous aider à préparer le matériel également, prévoir la salle de façon à ce que ça soit adéquat, on vous invite à vous inscrire, pas qu'il va manquer de place, mais simplement pour qu'on puisse bien aménager le local en fonction du nombre de personnes. Voilà. On a dépassé notre temps, il est 2h35. Merci à ceux qui sont venus nous voir et puis on se retrouve dans 2 semaines. Merci, au revoir. Merci. Bienvenue. Bye. Bye bye.